Bienvenue à ce petit voyage à travers le XVIIe siècle, le grand siècle. Tu te demandes pourquoi j'ai choisi cette photo pour introduire le siècle? Bon, c'est une image qui rassemble en elle plusieurs éléments typiques du temps. Il y a un visage soleil. En effet, le XVIIe siècle est appelé aussi le siècle de Louis XIV, du roi soleil. En plus, cette image, c'est un élément des grillages du château de Versailles, le symbole de la monarchie absolue. Il contient aussi le lys de France, le symbole de la monarchie française. La décoration abondante au-dessus et la décoration dorée rappellent le baroque, une des deux esthétiques principales du siècle. Quels sont les principaux événements historiques du siècle? Tu te rappelles sûrement que la Renaissance se termine en 1610, à la mort d'Henri IV, le roi de la liberté de culte, de la tolérance religieuse à travers l'édit de Nantes. À sa mort, son successeur, le futur Louis XIII, est encore un enfant et ne peut donc pas régner. Voilà pourquoi sa mère devient régente. Mais en tant que femme, on ne lui reconnaît pas l'autorité du règne. Elle cherche l'appui du cardinal de Richelieu. Voilà donc qu'un cardinal prend le pouvoir. Bientôt, il va devenir le vrai chef du gouvernement. Tu le connais sûrement des Trois Mousquetaires. Il est très puissant, très autoritaire, très catholique, et il s'oppose souvent au roi et à sa famille. Il travaille pour l'Église catholique, contre les protestants et la liberté de culte. Il devient tellement puissant qu'à sa mort, il nomme son successeur. Et voilà qu'en 1624, un autre cardinal, Mazarin, prend sa place. Il va poursuivre son travail. L'an suivant, le roi Louis XIII meurt. Louis XIV est encore un petit enfant. La France connaît donc une autre régence. Et Mazarin continue sa politique autoritaire par rapport aussi à l'aristocratie et au Parlement. À tel point que, quelques ans plus tard, à Paris, il y a la fronde parlementaire en 1649 et la fronde des princes, c'est-à-dire des aristocrates, en 1652. Le futur roi Soleil est un adolescent à l'époque. Il doit s'enfuir de la capitale avec sa famille. Il n'oubliera jamais la peur de ses jours, la terreur du pouvoir des aristocrates. Cela influence ses choix en tant que roi et sa volonté d'éloigner les nobles du pouvoir politique. Ce que tu vois à droite est le lys de France, symbole de la monarchie française. En 1661, Louis XIV décide de commencer à régner personnellement. Son règne sera le règne personnel le plus long de toute l'histoire de France, de 1661 à 1715. On peut dire donc que le XVIIe siècle dure de 1616 à la mort de Louis XIV en 1715. La politique de Louis XIV est marquée de différents éléments. D'abord, le roi contraste toute opposition interne, y compris celle religieuse. On assiste donc à la fin de la liberté de culte et à la persécution des protestants. En 1685, le roi révoque l'édit de Nantes. En politique étrangère, le roi Soleil essaie d'assurer à la France un rôle de premier plan en Europe. Il continue la colonisation en Amérique du Nord, en Afrique. En même temps, il entreprend beaucoup de guerres contre différents pays voisins, l'Espagne et la Hollande. Les princes protestants se réunissent en une ligue, dite la Ligue d'Augsbourg, pour mieux contraster le pouvoir français en Europe. Enfin, à la suite de la guerre de succession en Espagne, Louis XIV réussira à imposer un roi français sur le trône espagnol. Encore en politique intérieure, Louis XIV essaie de réduire le plus possible le pouvoir des aristocrates. Pour ce faire, il cherche l'appui de la bourgeoisie. Celle-ci connaît un essor économique important et un accès de plus en plus large à l'instruction et aux professions dites libérales, magistrats, avocats, médecins, etc. Voilà pourquoi elle accepte bienveillante
les charges politiques qui lui sont attribuées par le roi. De l'autre côté, Louis XIV éloigne les nobles des rôles politiques actifs. Il fait bâtir le château de Versailles à environ une trentaine de kilomètres du centre politique de Paris. En carrosse, il est difficile d'aller et venir fréquemment. En 1682, la cour s'installe définitivement à Versailles. L'aristocratie est donc obligée de vivre dans cette prison dorée, de participer aux fêtes et aux bals. Les nobles doivent suivre une stricte étiquette qui leur demande beaucoup de temps, d'énergie et d'argent. Ils doivent, par exemple, assister au lever du roi Soleil, à son petit déjeuner, etc. Ils n'ont plus le temps de s'organiser, de s'opposer à l'absolutisme royal, de s'intéresser à la vie politique du pays. En même temps, ils épuisent leur pouvoir économique. Versailles devient le symbole de l'absolutisme royal. Le mot vient du latin. Absolutus signifie détaché des règles et des lois. L'image montre l'entrée du château. À remarquer les décorations dorées et surchargées selon l'esthétique baroque. Tout au long du XVIIe siècle, le monde scientifique et le monde artistique sont traversés de nouvelles idées et tendances qui s'influencent réciproquement. Kepler, Galilée et Newton étudient la théorie copernicienne. Chacun pour son compte, ils contribuent à fournir les preuves du mouvement de la Terre et des forces qui déterminent la révolution des planètes. Kepler découvre que les trajectoires des planètes ne sont pas parfaitement circulaires, mais elles sont elliptiques. Galilée étudie les mouvements des astres à travers sa lunette astronomique. Il voit que la Terre bouge. Isaac Newton formule la théorie de la gravitation. La production artistique est influencée par deux esthétiques principales, le classicisme et le baroque. Le classicisme se caractérise par la ligne droite, par la linéarité, la netteté des contours, tandis que le baroque, c'est plutôt la ligne courbe, souple, arrondie. Le classicisme utilise les formes géométriques, les formes simples, la clarté, la logique, le rationnel. Le baroque, au contraire, joue plutôt avec l'illusion. Il aime aussi les décorations, faites d'éléments naturels, surchargés et très riches, voire exagérés. Le baroque cherche aussi le mouvement, ou l'illusion du mouvement. Il apprécie le changement, la métamorphose. Le baroque influence aussi la musique, qui connaît ainsi un essor important. Là, tu vois un exemple de décoration baroque à Versailles. Il y a des éléments classiques d'inspiration grecque qui sont réinterprétés, enrichis, embellis, décorés et même dorés. Un autre exemple d'éléments classiques réinterprétés en style baroque, toujours à Versailles. Attention, les termes classicisme et baroque n'étaient pas utilisés au XVIIe siècle. Ce sont des définitions qui ont été introduites a posteriori. Le jardin à la française s'impose avec ses formes géométriques et régulières,